Le prince William a orchestré ce que les initiés qualifient de coup d'État silencieux contre l'ordre établi. Toute cette lutte de pouvoir a été déclenchée par un seul et même moment déchirant à Balmoral. Il ne s'agissait pas d'un incident mineur, ni d'une simple dispute d'enfants entre proches. Quelqu'un a fait pleurer son plus jeune fils, le prince Louis, d'une manière qui a tout changé. Des témoins ont décrit l'événement comme une attaque verbale préméditée et odieuse contre un enfant. Les propos tenus à l'encontre du jeune Louis étaient, semble-t-il, d'une violence et d'une cruauté inouïes. Il ne s'agissait pas des paroles d'un inconnu ou d'un invité de passage. L'attaque venait de l'intérieur même de la famille royale recomposée. Une petite fille de la reine Camilla se serait approchée du jeune prince avec une intention malveillante. Les mots employés étaient choisis avec une précision chirurgicale pour atteindre les points les plus sensibles. Les insultes ne s'arrêtaient pas à Louise. Elles visaient également sa mère, la princesse Catherine. Plus choquant encore, l'agresseur fit des parallèles sinistres avec l'histoire tragique de la princesse Diana. Un garçon de l'âge de Louis ne pouvait saisir toute la portée historique de ces injures. Cependant, il comprenait parfaitement la violence et la haine qui les animaient. D'après les témoins, le jeune prince s'est effondré en larmes dans l'air des Highlands. Il a couru vers sa mère, sanglotant, son petit corps secoué de spasmes. Le silence habituel du domaine écossais fut rompu par les cris d'un enfant. Mais ce ne furent pas les larmes qui glacèrent le personnel du palais. Ce fut l'expression qui se figea sur le visage de la princesse Catherine à cet instant. Elle n'a pas crié et n'a pas exigé d'excuses publiques immédiates de la part de la fillette. Son comportement était totalement inattendu de la part d'une mère dans une situation aussi stressante. Des témoins ont décrit son expression comme froide, impassible, empreinte d'une maîtrise troublante. L'atmosphère autour d'elle semblait se figer lorsqu'elle a appris son jeune fils dans ses bras. Une personne a même déclaré que cette émotion contenue était véritablement alarmante. Catherine n'a pas réagi publiquement, mais sa réaction en privé était indéniable. Elle a eu une conversation privée avec William que les initiés qualifient de moment décisif. Il ne s'agissait pas d'une discussion anodine sur les difficultés parentales ou d'un drame familial ordinaire. Ce fut une réunion calme, tendue et chargée d'émotions qui a bouleversé l'équilibre de la monarchie. Catherine n'a pas exprimé à son mari sa simple colère face au traitement réservé à leur fils. Elle a utilisé une méthode bien plus efficace pour lui faire comprendre son point de vue. Elle a évoqué de front le souvenir de sa mère, la regrettée princesse Diana. Elle a regardé William avec une franchise implacable et a parlé des échecs historiques de la monarchie. Elle a décrit en détail comment Diana avait été blessée par l'apathie des institutions et les conflits familiaux. Catherine a établi un lien explicite et très personnel avec leurs propres enfants. Elle a dit à William qu'elle ne laisserait pas l'histoire se répéter avec leurs enfants. Elle a juré de protéger George, Charlotte et Louis de la guerre psychologique de la vie de palais. Elle était déterminée à éviter le stress mental qui avait ravagé l'adolescence tourmentée de William. Il ne s'agissait pas simplement de l'inquiétude d'une épouse, c'était une exigence de protection totale. Cette conversation a réveillé une peur que William avait tenté d'enfouir pendant des décennies. Pour William, la perte de sa mère n'est pas un simple souvenir lointain et flou. Elle constitue un élément fondamental de son identité. Lorsque Catherine a exprimé sa plus grande crainte, la situation a basculé d'une simple remarque à une crise. Il a eu une vision terrifiante d'un avenir qu'il avait juré d'empêcher. Il a compris que l'inaction n'était plus une option neutre pour un futur roi. À ses yeux, ses enfants étaient pris en otage dans une lutte. Le vieux principe royal du ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, lui semblait soudain terriblement dangereux. Garder le silence revenait à se rendre complice de la souffrance de ses propres enfants. La promesse faite, enfant, de faire les choses autrement, était mise à l'épreuve. Le lendemain matin, l'atmosphère à Kensington Palace était sensiblement différente. Les membres du personnel ont décrit une atmosphère tendue et empreinte d'une détermination sans faille. Les principaux conseillers
ont été convoqués à une réunion à huis clos qui a duré plusieurs heures. La circulation dans certaines parties du palais a été restreinte et les communications surveillées. Selon certains témoignages, les appareils mobiles personnels du personnel ont été temporairement confisqués pour des raisons de sécurité. Il ne s'agissait pas de la préparation d'une déclaration publique ou d'un communiqué de presse. Il s'agissait des préparatifs d'une guerre intestine au sein même de la famille royale. Des conseillers juridiques et des experts en droit constitutionnel furent discrètement convoqués à cette réunion de haut niveau. Leur présence inattendue n'était connue que d'un cercle très restreint. Lorsque William entra dans la salle de conférence, il n'avait pas l'air d'un père. Il ressemblait à un commandant prêt à exécuter un plan froid et impitoyable. Il était muni d'un dossier complet détaillant une réponse structurée à l'incident de Balmoral. Ce plan visait à exclure définitivement la famille de Camilla de toute association royale officielle. Le prince avait examiné et éliminé systématiquement toutes les possibilités de leur présence publique. Les invitations au banquet d'État étaient désormais exclues pour les membres de la famille élargie. Toute apparition au balcon du palais de Buckingham était définitivement écartée. La participation aux cérémonies traditionnelles fut supprimée pour les petits-enfants et les enfants de la reine. Toute responsabilité impliquant un engagement public fut immédiatement et totalement abandonnée. Même les fonctions symboliques les plus mineures furent retirées par l'équipe de William. Les responsables du palais commencèrent à désigner cette directive par un nom glaçant le mandat de l'effacement. Ce nom reflétait la rapidité, la précision et la radicalité de cette nouvelle politique. Les courtisans de longue date furent donc déconcertés par le calme avec lequel Guillaume mena à bien ce changement radical. Il n'éleva jamais la voix et ne laissa paraître aucun signe de colère, contrairement à la tradition. Il transmit des instructions non négociables avec un sang-froid absolu à une assemblée stupéfaite. Cette approche calculée conférait au mandat un caractère plus définitif et plus solennel. Si la colère finit par s'apaiser, cette décision froide et imperturbable semblait figée dans le temps. Le personnel comprit qu'il ne s'agissait pas d'une solution à court terme pour apaiser les tensions. C'était un réalignement stratégique imposé par celui qui un jour régnerait. Mais le plus choquant dans cette histoire se produisit plus tard dans l'après-midi. William n'avait pas demandé l'autorisation du roi Charles avant de donner ses ordres. Il ne l'avait ni consulté ni sollicité son approbation pour le mandat d'effacement. Il mit le plan à exécution grâce au rouage du palais de Kensington. Le roi Charles ne fut officiellement informé qu'une fois la nouvelle situation établie. La communication lui parvint sous la forme d'une lettre officielle. Le ton a été décrit comme très poli et respectueux des usages royaux. Cependant, le contenu de la lettre était sans appel et définitif. Il ne s'agissait ni d'une proposition ni d'une demande de conseil paternel. C'était un constat de fait concernant une décision déjà prise dans son intégralité. Selon des sources internes, toute négociation était désormais impossible. Le roi se trouvait pris au piège entre son épouse et son héritier. Guillaume exerçait une autorité sans précédent dans la monarchie moderne. La reine Camilla aurait été furieuse en découvrant le nouveau décret. Elle affirmait que cette décision remettait directement en cause l'autorité du roi. Elle exigeait l'intervention immédiate de Charles et son veto à l'ordre autoritaire de son fils. Elle militait pour le rétablissement de la hiérarchie royale traditionnelle au sein du palais. Selon des sources proches du palais, des discussions très animées auraient eu lieu durant cette période difficile. Cependant, Charles n'est pas intervenu et n'a pas cherché à remettre en question cet ordre audacieux. Il n'a en rien entravé la mise en œuvre du mandat d'effacement. Selon ses proches, sa décision reposait sur plusieurs facteurs complexes. C'est un homme accablé par des problèmes de santé et une profonde lassitude institutionnelle. Les pressions constantes de ces dernières années l'ont énormément affecté. Il reconnut que le centre de gravité de la monarchie s'était déplacé. Un net basculement s'opère ces derniers temps en faveur de William et Catherine. Populaires auprès du public, ils incarnent
la seule stabilité de la monarchie. Parent du futur roi, il porte l'espoir du peuple. S'engager dans une lutte de pouvoir avec son fils était un combat que Charles ne pouvait gagner. Son inaction équivalait à une acceptation tacite de cette nouvelle et lourde réalité. C'était un feu vert silencieux pour le coup d'État perpétré par son fils. La dynamique du pouvoir au sein de la monarchie britannique a été profondément bouleversée cette semaine. Pour comprendre l'importance de ce bouleversement, il faut se pencher sur les mois précédents. L'intégration de la famille de Camilla fut un processus long et difficile. Il a fallu des décennies de gestion minutieuse pour que sa famille devienne une présence régulière. La stratégie consistait à la normaliser en mettant en avant ses enfants et petits-enfants. Ils apparaissaient lors d'événements majeurs, mais au balcon, lors de cérémonies nationales. Aux yeux du public, cela incarnait une famille chaleureuse et recomposée moderne. Mais en coulisses, les courtisans traditionnels s'inquiétaient de plus en plus de cette évolution. Dans le monde monarchique, la visibilité est directement liée au statut social. La frontière entre famille et institutions officielles s'estompait. Ce qui avait commencé comme une marque de courtoisie prenait des allures d'exigence officielle. Cela a engendré une tension persistante quant à la véritable légitimité du pouvoir. La monarchie est une dynastie et la famille du consort n'a aucun droit sur elle. L'incident de Balmoral n'a pas créé ces tensions. Il a simplement mis le feu aux poudres. Il a été l'étincelle qui a allumé des années de tensions liées à l'influence et à l'accès aux cercles influents. Lorsque Guillaume a promulgué le mandat d'effacement, il ne s'agissait pas d'une simple remarque cruelle. C'était le dénouement décisif d'un conflit qui couvait depuis des années. Au sein du palais, le message a été immédiatement compris de tous. L'ère de la famille Parker Bowles au sein de la monarchie officielle est révolue. L'expérience d'une couronne entièrement unifiée a échoué en un après-midi. Deux cours distinctes, mais ont désormais émergé au sein du système palatial, la cour du roi et la cour du prince. Les membres du personnel adaptent leurs allégeances aux nouvelles tentes. Il est clair que les Swales seront aux commandes à l'avenir. Leur vision de la monarchie est celle d'une structure allégée et concentrée. Ils se focalisent entièrement sur la lignée directe de la succession Windsor. Charles défendait une conception inclusive de la famille royale, mais les mentalités ont évolué. L'avenir est plus restreint, plus prudent et farouchement protecteur du noyau dur. Pour ceux qui suivent William, cette position intransigeante n'a rien de surprenant. Lui et Catherine ont cultivé une image moderne et accessible. Ils mettent l'accent sur les valeurs familiales, la santé mentale et un rôle parental actif auprès du public. Ils ont bâti une relation de confiance solide en se montrant à la fois compatissants et intelligents. Mais les proches du prince savent depuis longtemps qu'il existe une autre facette de sa personnalité. Derrière son image publique se cache un homme ferme et farouchement protecteur. Il fait preuve d'un sérieux inébranlable quant à ses responsabilités royales. Il n'oublie ni ne pardonne facilement les actes qu'il juge irrespectueux, surtout lorsqu'il vise sa femme ou ses enfants. En cas de crise, son attitude publique laisse place à une intensité contenue. Ce qui s'est passé à Balmoral a marqué la fusion des deux facettes de William. Le père accessible et le futur roi ont œuvré comme une seule et même personne. C'était un avant-goût du monarque qu'il aspire à être. Son règne ne sera pas une simple continuation de l'œuvre de son père. Il reposera sur de nouveaux principes familiaux non négociables. La règle primordiale est la protection absolue du bien-être de sa famille. Lorsque les conséquences de ces événements ont été rendues publiques, la réaction a été immédiate. Le soutien à William et Catherine a efflué sur tous les réseaux sociaux. De vieilles photos de Diana protégeant ses jeunes fils ont refait surface et sont devenues virales. Un lien émotionnel direct s'est établi entre le passé et le présent. Ce récit n'était pas une histoire d'intrigues de palais, mais celle d'un père protecteur.
C'était une histoire d'amour parental et de rupture avec les cycles de traumatisme. Cette vague de soutien populaire a donné à Guillaume un mandat immense pour le changement. Son décret n'a jamais été modifié, ni abrogé par aucun haut responsable. Il demeure en vigueur aujourd'hui, inébranlable et inchangé malgré les pressions internes. Le message a été transmis avec une clarté parfaite au sein de l'institution. Sous son règne, la santé des enfants primera surtout. Cela inclut les relations familiales, la politique intérieure et des siècles de tradition royale. Guillaume a communiqué ce message sans prononcer un seul discours public. Il a agi avec calme et efficacité et une fermeté absolue pour faire passer son message. Un nouveau chapitre de l'histoire de la monarchie britannique s'ouvre officiellement aujourd'hui. Il est guidé par la détermination inébranlable d'un père protecteur. Il a prouvé qu'il ne faillirait jamais à sa mission de protéger ses enfants. Le coup d'État silencieux de Balmoral a redéfini à jamais les rapports de force. Le devoir et la tradition s'y passent désormais après la sécurité des héritiers. Le mandat de l'effateur établit une limite permanente pour la famille royale. Nul n'est au-dessus de la sécurité psychologique de l'avenir de la couronne. William a démontré qu'il était prêt à diriger d'une main de fer. La transition du pouvoir s'opère discrètement mais avec une certitude absolue. L'ère du noyau dur de Windsor est enfin arrivée.